Bonjour, donc je vais vous faire un exposé plutôt méthodologique sur la gestion des données manquantes en analyse des données. Donc ça reprend des travaux que j'ai réalisés avec Julie Josse, donc au laboratoire de mathématiques appliquées d'Agrocampus à Rennes. Et c'est un exposé que j'ai réalisé aux rencontres des jeunes statisticiens à Ossois en août 2013. Donc le plan de l'exposé sera le suivant. Je vais d'abord faire une rapide introduction sur les données manquantes. Ensuite, je vais présenter l'analyse factorielle multiple, qui est une méthode d'analyse des données, dans le cas complet. Et ensuite, on va voir comment réaliser une ACP en présence de données manquantes, donc comment estimer les axes et composantes de l'ACP, et comment étendre ça ensuite à l'analyse des correspondances multiples ou encore à l'analyse factorielle multiple. Donc, le contexte, eh bien, on a un tableau de données avec des individus en ligne, des variables en colonne, et ce qu'on veut, c'est réaliser une étude statistique sur ce tableau de données. Et donc avant toute étude statistique, il est toujours intéressant d'explorer les données, donc d'utiliser une méthode exploratoire. Quand on a deux variables, on va construire un nuage de points. Quand on a plusieurs variables, on va réaliser une analyse factorielle, comme par exemple une ACP quand on a des variables quantitatives, une ACM quand on a des variables qualitatives, ou encore une AFM, quand une analyse factorielle multiple, quand on a des variables qui sont structurées en groupes. Alors, l'inconvénient, c'est que bien souvent, dans le tableau de données, il y a des données qui sont manquantes parce que on a perdu l'information, parce qu'un appareil est tombé en panne, parce qu'il y a de multiples raisons, parce qu'un individu n'a pas voulu répondre, et donc on a un tableau avec des observations et des données manquantes. Et ce qu'on cherche avec les méthodes d'analyse factorielle, c'est de visualiser l'ensemble des données. Alors comment faire pour mettre en œuvre une analyse factorielle quand on a un tableau de données incomplet? Une première possibilité, pas très satisfaisante, c'est de supprimer les individus qui ont des données manquantes. Alors c'est rarement intéressant parce que récolter des données, c'est souvent coûteux, ça prend du temps, et supprimer les individus qui ont des données manquantes, ça revient à supprimer malgré tout des données, l'information qu'on avait récupérée. Et donc, c'est jamais très satisfaisant. Maintenant, si on a très peu de données manquantes et si par ailleurs on a beaucoup de données, on peut éventuellement supprimer les quelques individus qui ont des données manquantes. Une autre solution, c'est d'imputer par la moyenne. Alors, c'est ce qui est fait dans certains logiciels, notamment des logiciels qui font de l'analyse de données. Alors, est-ce que c'est satisfaisant? Bien, un petit exemple avec deux variables, x et y. Donc j'ai des individus qui sont en noir, sont des individus pour lesquels j'ai l'information sur x et sur y. Et puis des individus en vert et en rouge sont des individus pour lesquels j'ai une seule information, et puis l'information que je n'ai pas, bien je l'ai imputée par la moyenne. Donc par exemple les points en rouge, j'avais la donnée manquante sur x, et donc j'ai imputé la valeur manquante par la moyenne de x. Et les points en vert, bien, il y avait une donnée manquante sur y, et j'ai imputé la donnée manquante par la moyenne de y. Et donc, on voit tout de suite, avec ce graphique, que l'imputation par la moyenne va complètement perturber les liaisons qu'il peut y avoir entre les variables x et y. Et donc, c'est vraiment pas satisfaisant d'utiliser l'imputation par la moyenne si on est en train d'étudier les liaisons entre x et y. Or, c'est ce que font les méthodes d'analyse factorielle. Elles vont étudier les liaisons entre les variables pour mettre en évidence des ressemblances ou des différences entre individus. Donc on voit que l'imputation par la moyenne n'est pas satisfaisante du tout. Je vais m'intéresser maintenant à l'analyse factorielle multiple et décrire l'analyse factorielle multiple dans le cas complet avant de m'intéresser à l'analyse factorielle dans le cas complet. Donc l'analyse factorielle gère les tableaux multiples, donc ce sont des tableaux pour lesquels on a des individus en ligne et des variables qui sont structurées par blocs en colonne. Alors pourquoi ces tableaux-là sont de plus en plus fréquents? Bien parce que on cherche de plus en plus souvent à décrire des problèmes de plus en plus complexes dans lesquels on a des informations qui proviennent de différentes sources. Et donc comment prendre en compte ces différentes sources? Bien, un moyen, c'est de considérer une source comme un tableau de données. Et donc on va juxtaposer les tableaux de données et essayer de faire une analyse avec l'ensemble des tableaux de données. Alors par exemple, en analyse sensorielle, les individus sont des produits alimentaires par exemple, et on va les décrire par des variables sensorielles, mais également des variables physico-chimiques. Donc des variables sensorielles où on va demander à des personnes de décrire les produits d'un point de vue sensoriel, et des variables physico-chimiques où on va faire des mesures
avec des instruments de mesure. Et ce qui va être intéressant, ça va être de prendre en compte simultanément les deux informations et de voir les caractéristiques communes mises en évidence par les variables sensorielles et les variables physico-chimiques. Un autre type d'exemple où on s'intéresse à des enquêtes, on a des individus, des enquêtés en ligne, et puis en colonne, on a un questionnaire qui est structuré en thèmes, avec différentes questions, et ces questions peuvent être regroupées en différents thèmes. Donc par exemple, un questionnaire sur la santé des étudiants, où on avait plusieurs questions sur la consommation de produits tels que des drogues, des cigarettes, de l'alcool, un autre type de questions sur les conditions psychologiques de l'étudiant, des questions sur la qualité de son sommeil, et puis des questions sur le signalétique, avec des questions comme sur son âge, son sexe, etc. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est faire une analyse qui prenne en compte les différents types de questions, les différents thèmes, voir les liaisons, les ressemblances qu'il peut y avoir entre les différents thèmes, et puis les spécificités liées à chaque thème. En biologie, on peut avoir des patients en ligne et puis de l'information provenant de données de génome et de l'information provenant de données de transcriptome. Et quelle est l'information commune apportée par ces deux types d'informations? Quelle est l'information spécifique? Donc pour en savoir plus sur l'AFM, vous pouvez voir l'ouvrage de Brigitte Escoffier et Jérôme Pagès. Donc l'AFM va prendre en compte des groupes de variables quantitatives, des groupes de variables qualitatives, ou encore des tableaux de fréquences, et puis faire une analyse avec ces différents types de variables. Alors, je vais m'intéresser, pour illustrer l'AFM, à une description sensorielle de vins de Loire. Donc on a 10 vins du Val-de-Loire, 5 Vouvray et 5 Sauvignon, et il y a une description sensorielle qui a été faite. Donc on demande aux gens d'évaluer l'acidité, l'amertume, l'odeur d'agrumes de chacun des vins. Donc on voit ici une description sensorielle qui est réalisé, et donc on aboutit à un tableau avec en ligne les vins, en colonne les descripteurs sensoriels, et puis dans une case la note moyenne mise par le jury pour un vin et un descripteur sensoriel particulier. Puis il y a une dernière colonne qui correspond au cépage, Sauvignon ou Vouvray. Donc ça c'est quand on a un jury sensoriel, et moi je vais m'intéresser à une description faite par plusieurs jurys sensoriels. Donc on a nos 10 vins de Loire, et on a 3 jurys, un jury d'œnologues, un jury de consommateurs et un jury d'étudiants. Et ce qu'on va vouloir voir, c'est quelle est la description des vins faite par ces 3 jurys, et puis quelle est la spécificité de chacun de ces jurys. Voilà. Est-ce que ces différents jurys décrivent les vins de la même façon ou pas? Par ailleurs, on a aussi des notes d'appréciation de consommateurs, donc on a demandé à 60 consommateurs d'évaluer chacun des vins et de mettre une note d'appréciation globale. Donc on a un tableau de données avec 60 variables correspondant aux 60 consommateurs. Et une dernière variable qui correspond au cépage. Donc on a un tableau de données structuré en blocs, avec un premier bloc de variables qui correspond à la description sensorielle faite par les experts. Donc ils avaient utilisé 27 descripteurs sensoriels. Un deuxième bloc fait des variables sensorielles des consommateurs. Il y avait 15 variables. Un bloc d'étudiants avec 15 variables. Des variables d'appréciation, on avait 60 consommateurs, et une variable qualitative de cépage, donc un groupe fait d'une seule variable. Donc pour comparer les 3 jurys, experts, consommateurs et étudiants, bien on va prendre en compte, pour construire les dimensions factorielles, ces 3 premiers groupes de variables. Et puis les autres variables seront mises comme groupes de variables supplémentaires. Ils vont pas servir à construire les axes, mais on verra s'ils sont liés à la description des vins. Donc la principale question est comment peut-on décrire les vins? Les questions complémentaires sont: est-ce que les vins sont décrits de la même façon par les 3 jurys, ou alors y a-t-il des spécificités? Est-ce que les œnologues caractérisent les vins de façon très différente par rapport aux consommateurs ou aux étudiants? Alors l'objectif général de l'AFM, ça va être d'étudier les ressemblances entre les individus, donc dans notre cas les ressemblances entre les vins, du point de vue de l'ensemble des variables de l'ensemble des groupes. Et puis c'est également de mettre en relation les différentes variables, de voir s'il y a des relations entre les différentes variables. Donc ça, ce sont les objectifs classiques en ACP. Mais dans l'AFM, on a évidemment une structure en groupe qu'on a envie de prendre en compte. Et donc on va vouloir trouver une représentation commune des vins, une représentation commune à tous les groupes,
et aussi voir les spécificités de chaque groupe. Alors ça va revenir finalement, l'AFM, à comparer les typologies obtenues par chaque groupe de variables. Donc ça revient à comparer les ACP de chaque jury. Donc on a une typologie, caractérisation des vins par un jury, par le deuxième jury, par le troisième jury, et l'AFM va permettre de comparer ces différentes typologies. Alors, le principe de l'AFM, ça va être en fait d'équilibrer l'influence de chaque groupe de variables. Alors, dans l'équilibre, l'AFM, c'est finalement une ACP pondérée, avec une pondération particulière. Donc on va pondérer par la première valeur propre de chacun des groupes. Donc on va calculer la première valeur propre de chaque groupe, donc en faisant l'ACP d'un groupe, et on calcule la première valeur propre. Et ensuite, on va diviser les données d'un groupe par la racine carrée de cette valeur propre. Alors, comme on divise toutes les données d'un groupe par une même valeur, on garde la structure du groupe, mais par contre, d'un groupe à l'autre, ça va permettre d'équilibrer l'information apportée par chaque groupe. Donc, s'il y a un groupe qui a une information très forte, donc avec une valeur propre très forte, ça va éviter que ce groupe-là construise à lui seul la première dimension de l'AFM. On va ramener l'information principale de ce groupe à 1 en divisant par la racine carrée de la première valeur propre, exactement comme l'information d'un autre groupe sera ramenée à 1, ou même si ce groupe est moins structuré. Donc, l'objectif principal de l'AFM, c'est d'équilibrer l'influence de chaque groupe de variables dans la construction des axes, notamment du premier axe. Donc le résultat de l'AFM, ça va être une représentation des individus. Donc ici, en haut à gauche, on a le graphe des vins, avec les vins Sauvignon en rouge, les vins Vouvray en vert. Donc on voit que les vins Sauvignon sont très proches, ont une caractérisation qui est très proche d'un vin à l'autre, alors que les vins Vouvray sont plus différents. Et puis sur le graphe de droite, eh bien, on a le graphe des variables avec tous les descripteurs sensoriels. Donc ce graphe est très chargé parce qu'on a beaucoup de variables, mais c'est aussi parce que l'information est très riche ici. Et donc ces deux représentations, eh bien, on les décrit exactement comme en ACP. Et donc on va dire que le vin Aubussière Silex en bas à gauche est un vin qui est très sucré, puisqu'il y a la variable sucrée qui est vers en bas à gauche pour le cercle des corrélations. Alors si je simplifie un peu le graphe et que j'enlève certains libellés, eh bien on voit que pour la saveur sucrée par exemple, eh bien les trois flèches correspondant à la saveur sucrée vue par chacun des jurys sont très proches, et donc il y a une liaison forte. La saveur sucrée est perçue de la même façon par les trois jurys. Par contre pour l'acidité, eh bien on voit qu'il y a des différences. Le jury expert n'évalue pas l'acidité comme les deux autres jurys. Donc ça c'est l'interprétation qui est faite comme en ACP. On peut aussi avoir une comparaison synthétique de l'ensemble de l'information portée par chaque groupe de variables, et donc voir un graphe des groupes. Donc on a un point qui correspond à un groupe de variables, donc le groupe expert, le groupe des étudiants et le groupe des consommateurs. Donc on voit que la coordonnée sur le premier axe est très proche de 1. Ça signifie que les différences qui sont observées sur le premier axe de l'AFM, les différences entre les vins, mais on les retrouve chez les experts, chez les étudiants et chez les consommateurs. Ces trois groupes, ces trois jurys différencient les vins par rapport à la première dimension de l'AFM. Par contre, pour la deuxième dimension, eh bien, elle est surtout liée aux experts. Donc c'est surtout les experts qui différencient les vins par rapport à la deuxième dimension. Et on peut voir que les étudiants sont plus proches des experts que les consommateurs, par exemple. Alors, il y a une autre représentation en AFM, qui est la représentation dite superposée, où on va avoir sur un même graphe les vins vus par l'ensemble des jurys. Ce sont les points en noir ici. Et puis ensuite, les points, les individus, vus par chacun des jurys. Donc c'est ce qu'on appelle un point partiel. Donc, le point partiel ici en bleu, c'est le vin Aubussière Silex, vu par uniquement le jury de consommateurs. Et le point en rouge, c'est le point vu par les experts, ce vin vu par les experts. Donc on peut voir que les consommateurs, les experts et les étudiants voient ce vin comme très différent des autres, ils le voient tous en bas à gauche. Donc il y a un consensus, tout le monde
caractérise ce vin à peu près de la même façon. Donc la petite araignée, ici, avec les points partiels, reliés au point moyen, eh bien, toutes les araignées sont assez petites. Ça signifie que chaque individu, chaque vin est perçu à peu près de la même façon par chacun des jurys. Ce ne serait pas le cas si on avait des araignées très grosses, et donc si les points partiels étaient très éloignés des points moyens. Je peux représenter comme variables supplémentaires les préférences des consommateurs. Donc on voit ici que les flèches sont assez longues sur le cercle des corrélations. Ça signifie que la préférence est assez liée à la description sensorielle, donc aux axes de l'AFM. Et donc les préférences sont plutôt en bas à gauche, c'est-à-dire que les consommateurs apprécient surtout les vins sucrés. Il y a très peu de consommateurs qui apprécient les vins en haut à droite, les vins très peu sucrés. Et donc les vins en bas à gauche sont appréciés, c'est-à-dire le vin au Bussière Silex est un vin qui est très apprécié. Donc ça c'est une information intéressante de cet exposé, c'est que le Vouvray au Bussière Silex est le vin le plus apprécié ici, et c'est un vin qui était sucré. Alors pour les données manquantes, eh bien en AFM on peut avoir des données manquantes très particulières avec un dispositif de données manquantes qui est très particulier. On peut avoir des données manquantes pour un individu et toutes les variables d'un groupe. Donc on a des données manquantes avec une case grisée ici qui signifie qu'on a la donnée manquante pour toutes les variables du groupe. Donc on peut aussi avoir des données manquantes de ci, de là, mais il y a ce dispositif de données manquantes particulier à l'AFM qui est assez fréquent. Alors faire une AFM avec des données manquantes, bien comme l'AFM c'est une ACP particulière, il faut qu'on sache faire une ACP sur un jeu de données incomplet. Donc on va commencer par voir comment estimer les axes et composantes d'une ACP sur un tableau de données incomplet. Alors l'ACP, on peut le voir de différentes façons. On le voit souvent comme la maximisation des points projetés d'un point de vue géométrique. On peut aussi le voir comme la minimisation de l'erreur de reconstitution. Donc on va chercher à approcher une matrice X de données par une matrice de rang inférieur, X chapeau, et donc on a que l'écart entre X et la matrice de rang inférieur X chapeau doit être minimum, et il est minimum si X chapeau est construit avec F les composantes principales et U les axes principaux qu'on va obtenir par la décomposition en valeur singulière de la matrice X. On peut aussi voir la CP avec un point de vue de modèle, en considérant le modèle à effet fixe de cosinus. Alors le modèle de cosinus est le suivant, bien on dit que la matrice de données X s'écrit comme une matrice de signal X tilde plus un bruit epsilon. On décompose signal plus bruit. Donc le vrai signal X tilde IJ, je peux le décomposer aussi avec une matrice F tilde et une matrice U tilde. Donc je vais écrire F tilde U tilde prime plus epsilon. Et je peux estimer les F et U par maximum de vraisemblance. Là, ça revient à faire une estimation par moindre carré. Donc l'ACP, c'est finalement une méthode de moindre carré. On va chercher F et U qui minimise X moins FU' au carré, la norme de X moins FU' au carré. Et avec des données manquantes, bien on va considérer des moindres carrés pondérés. Donc ça va revenir à introduire une matrice W qui prend la valeur 0 si la donnée observée est manquante, donc WIJ égale 0 si XIJ est manquant, et WIJ égale 1 si XIJ est présent. Donc en fait, on va minimiser les moindres carrés uniquement sur les données observées. Alors il y a plusieurs algorithmes, des algorithmes de moindre carré pondéré alternés, ou l'algorithme d'ACP itérative qui permettent de trouver F et U avec une matrice W. Alors je vais présenter l'algorithme d'ACP itérative sur un exemple très simple, en 2 dimensions. Donc j'ai 5 individus, 4 individus ont des données sur X1 et X2, et un individu a une donnée manquante sur X2. Donc j'ai juste l'information sur X1 ici. Alors dans un premier temps, bien, je vais imputer la donnée manquante par la moyenne de la variable, et donc je peux représenter les données avec les 4 points noirs plus le point rouge. Je peux maintenant faire une ACP sur ce tableau de données. Je vais conserver uniquement une dimension pour avoir un espace de dimension réduite. Je suis dans un espace à 2 dimensions au départ, je considère un espace à une seule dimension. Donc l'ACP, en conservant une dimension, c'est une droite.
et j'ai les 5 points rouges qui correspondent à la projection de mes individus sur la droite d'ACP. Et donc le point qui avait une donnée manquante se projette sur ce point rouge ici de la droite. Et donc ce point a pour coordonnées 1 sur x1 et 0,57 sur x2. Alors ce 0,57, eh bien, je vais le considérer comme nouvelle imputation du jeu de données. Donc au départ, je suis parti de l'imputation par la moyenne, et maintenant je vais construire un nouveau jeu de données x avec les données observées, et là où j'avais une donnée manquante, eh bien, je vais récupérer la donnée reconstituée par la droite d'ACP. Donc je me retrouve avec le point vert, donc j'ai les 4 points noirs plus le point vert, je vais construire l'ACP, donc j'ai construit la droite d'ACP, j'ai le point vert qui se projette sur le point vert ici de la droite, donc j'ai une estimation de x2 chapeau qui vaut 0,90 maintenant, pour le point qui a une donnée manquante, et je vais récupérer ce 0,90 pour compléter mon jeu de données, ça me donne le point bleu, et je vais itérer jusqu'à convergence, et à convergence, eh bien mon point qui a une donnée manquante, je l'impute par 1,46, et j'ai la droite d'ACP qui est obtenue finalement. Je pars d'un jeu de données qui a une donnée manquante, j'ai complété le tableau de données, imputé, complété, imputé, etc. jusqu'à convergence. À convergence, j'ai un tableau imputé et une droite d'ACP. Plus formellement, donc l'algorithme est le suivant, j'initialise les données manquantes par une valeur, par exemple l'imputation par la moyenne, et ensuite je réalise l'ACP sur le tableau qui a été complété. J'ai donc des axes et composantes, je conserve S dimensions seulement, les S premières dimensions, et puis je vais imputer par la reconstitution de l'ACP, donc par la droite d'ACP ou par le plan d'ACP si je garde 2 dimensions. Je vais avoir un nouveau tableau de données avec, là où j'ai les données observées, je garde les données observées, donc les X quand j'ai les données observées, et les X chapeaux, donc les données reconstituées par l'ACP quand j'avais des données manquantes. Ça me donne un nouveau tableau de données. Ce nouveau tableau de données, je dois réestimer la moyenne et l'écart type de chaque variable, donc mettre à jour moyenne et écart type de chaque variable, et puis donc j'ai un nouveau tableau de données complété, et je vais itérer jusqu'à convergence. Donc il me faut absolument trouver grand S, le nombre de dimensions qui seront utilisées pour reconstituer les données. Donc cet algorithme peut être vu comme un algorithme EM du modèle à effet fixe de cosinus, et c'est un algorithme qui est à la base de nombreuses méthodes d'imputation qui ont été utilisées pour faire ce qu'on appelle la matrice complétion en anglais, et on a de nombreuses méthodes qui dérivent de cette méthodologie qui ont été utilisées pour le projet Netflix par exemple. Alors une remarque, c'est qu'il y a une réduction de la variabilité, puisqu'on impute par FU'. Donc la variabilité des données imputées est plus faible que la variabilité des données observées, puisqu'on projette sur le sous-espace de l'ACP. Alors il y a un problème pour ces méthodes, c'est un problème de surajustement que je peux illustrer de la façon suivante. Donc là j'ai simulé des données en simulant un signal FU' que je connaissais, et puis j'ai rajouté du bruit gaussien avec un écart type de 0,5, et donc là j'ai fait l'ACP sur ces données, donc sur les données bruitées. Ensuite j'ai rajouté 50% de données manquantes et j'ai refait l'ACP itérative. Et donc ce qu'on voit, c'est une représentation graphique qui est pas très jolie, avec quelques points qui partent très loin. Et alors en regardant de plus près, on voit que on a une petite erreur d'ajustement, c'est-à-dire que sur les données pour lesquelles j'ai l'observation, bien l'erreur est petite, c'est l'erreur d'ajustement puisque j'ai les données. Et par contre les erreurs pour les données manquantes sont très grandes. Alors ici je peux les calculer ces erreurs parce que je savais la valeur du signal, et l'erreur ici vaut 5,58. Donc 5,58 c'est très grand comparé au 0,48 qui est l'erreur d'ajustement. Donc l'erreur d'ajustement est comparable à l'écart type du bruit que j'avais mis au départ, à la variance du bruit pardon que j'avais mis au départ. Par contre l'erreur de prédiction est beaucoup trop grande. Donc on a une erreur d'ajustement très petite et une erreur de prédiction qui est très grande, donc ça fait vraiment penser à un problème de surajustement. Et donc là on est comme d'habitude en statistique, quoi. C'est que
quand on estime beaucoup de paramètres par rapport au nombre de données observées, eh bien on a un problème de surajustement. Et donc ça arrive si on a un nombre de dimensions S qui est trop grand, ou si on a trop de dimensions, eh bien on est amené à estimer beaucoup de paramètres, et donc on risque d'avoir un problème de surajustement. Et puis il y a un problème de surajustement aussi si on a beaucoup de données manquantes, parce que dans ce cas-là on aura peu de données. Alors ça arrive aussi quand les données sont très bruitées. Donc quand les données sont pas très structurées, on va avoir des problèmes de surajustement, parce que bien finalement on va croire à des liaisons entre variables, et ces liaisons entre variables sont factices finalement. On a peu d'informations, et avec ce peu d'informations, on croit tout de suite en la liaison. Et donc si la liaison est très faible, on y croit quand même. On est dans le cas où les données manquantes, bien c'est finalement la même chose que quand on fait des statistiques classiques et où on a des petits jeux de données. On a des risques de surajustement, de surparamétrisation. Parce que bien finalement la CPI itérative c'est un peu comme une méthode de prédiction classique. Et donc la solution en statistique classiquement c'est d'aller vers des méthodes régularisées. Eh bien là ça va être la même chose. La solution sera d'utiliser une méthode régularisée de la CPI itérative. Alors je vais vous présenter la CPI régularisée dans le cas complet avant de parler de la CPI itérative régularisée. Donc je reprends le modèle de cosinus où on a nos données qui peuvent s'écrire comme un signal plus du bruit. Donc je vais chercher un paramètre phi s tel que le x chapeau se rapproche le plus possible, non plus de x, mais du signal, puisque c'est ce que je veux, c'est trouver des axes et composantes qui vont permettre de décrire, non pas directement mes données, mais ce qu'il y a derrière mes données, le signal. On peut montrer que le paramètre phi dépend de chaque dimension de la CP, et il peut s'écrire comme le rapport entre la variance du signal sur la dimension S divisé par la variance totale de cette dimension. Donc lambda tilde S, c'est la valeur propre du signal, la sième valeur propre du signal, et lambda tilde S plus sigma carré, c'est la variance du signal plus la variance du bruit, donc c'est la variance totale. Donc ça on peut le réécrire finalement lambda S, la valeur propre, la sième valeur propre du jeu de données, moins la variance du bruit. Donc j'ai variance totale moins variance du bruit, c'est-à-dire la variance du signal, divisé par lambda S, la variance totale. Donc ça c'est sur les S premières dimensions. Et puis sur les dimensions suivantes, bien je sais que j'ai pas de signal. Le signal vaut 0 sur les dimensions suivantes. Donc ce que je veux c'est un phi S qui sera égal à 0. C'est ça qui va minimiser l'erreur quadratique moyenne. Donc pour S plus grand que pour S plus grand que grand S, eh bien je prends phi chapeau S égale 0. Donc ça signifie que je vais vouloir ne conserver que les S premières dimensions. Donc finalement si je regarde le X chapeau de la CP, je peux l'écrire comme FU', et donc avec des indices ça va être FIS UJS, la somme sur S des FIS UJS, et je peux faire apparaître la valeur propre, la valeur singulière plutôt, qui est la racine carrée de la valeur propre de la dimension S, donc c'est racine de lambda S phi S divisé par la norme de Fs UJS. Donc là j'ai juste fait apparaître la valeur propre. Et donc en faisant apparaître cette valeur propre, eh bien on voit que pour la CP régularisée, au lieu de prendre la valeur propre, on va prendre une valeur propre shrinkée. Donc on enlève une quantité. Donc au lieu d'avoir racine de lambda S, on va avoir racine de lambda S moins sigma chapeau carré sur racine de lambda S. Donc on va enlever une certaine quantité à chaque valeur propre, et cette quantité sera proportionnelle à la valeur propre. Et cette quantité dépend de la valeur propre. Alors on a un compromis finalement entre un seuillage doux et un seuillage dur. Seuillage doux parce qu'on enlève une quantité à chaque valeur propre, et seuillage dur, on s'arrête uniquement aux S première dimension. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bien finalement, si on regarde les coefficients en bleu ici, c'est que racine de lambda S moins sigma chapeau carré sur racine de lambda S, bien si sigma carré est petit, c'est proche de racine de lambda S, donc la CP régularisée est proche de la CP. Et au contraire, si sigma carré est grand, cette quantité en bleu est proche de 0, et donc la CP régularisée va avoir tendance à être proche de 0, c'est-à-dire du centre de gravité. Alors il reste à estimer le sigma chapeau carré. Le sigma chapeau carré, on va l'estimer comme somme des carrés des résidus divisé par les degrés de liberté qui conviennent. Donc on va prendre
pour calculer la somme des carrés des résidus, on va prendre les dernières dimensions, toutes les dernières dimensions, et diviser par le nombre de données moins le nombre de paramètres estimés. Alors on peut aussi avoir une interprétation bayésienne du modèle à effet fixe, donc on reprend le modèle de cosinus et puis on met des a priori sur les f. Et donc en mettant des a priori sur les f, eh bien on va construire une ACP bayésienne qui va redonner ce paramètre de shrinkage sigma chapeau carré sur racine de lambda s. Donc on va voir le lien qu'il peut y avoir entre ACP bayésienne et ACP régularisée. Alors je rentre pas dans le détail ici, mais je vais plutôt m'intéresser à l'ACP itérative régularisée. Donc l'ACP itérative régularisée, eh bien ça va être exactement le même algorithme que l'ACP itérative. J'ai une étape d'initialisation, ensuite une étape d'estimation par ACP, puis une étape d'imputation. Et l'étape d'imputation, au lieu d'utiliser la formule que j'avais tout à l'heure, eh bien je vais remplacer le racine de lambda s par racine de lambda s moins sigma chapeau carré sur racine de lambda s. Donc je vais avoir une étape d'imputation régularisée. L'intérêt, ça va être finalement de supprimer le bruit. L'idée derrière, c'est ça, c'est de supprimer le bruit pour éviter une instabilité dans les prédictions. Et ça donne de meilleurs résultats que uniquement un seuillage doux, ce qui est proposé par Matsumber, Asti et Tibshirani. Donc ils font un seuillage doux, c'est-à-dire qu'ils gardent toutes les dimensions et puis ils enlèvent une même quantité aux valeurs singulières. Donc nous, on n'enlève pas une même quantité aux valeurs singulières et puis on arrête après grand S dimension. Et donc les résultats sur le petit exemple que j'avais tout à l'heure, eh bien avec l'ACP itérative régularisée, l'erreur d'ajustement vaut 0,52, donc c'est légèrement plus grande que pour l'ACP itérative, mais par contre, l'erreur de prédiction est beaucoup plus faible, c'est-à-dire que on va beaucoup mieux prédire par rapport à l'algorithme d'ACP itérative, où on avait une erreur de prédiction qui valait 5,58. Alors les résultats de l'ACP itérative régularisée, les propriétés, il y a de meilleures performances quand on a une structure forte sur les données, donc quand il y a de fortes liaisons sur les variables, on peut apprendre grâce aux autres variables, et donc on a de bons résultats pour l'ACP itérative régularisée. La régularisation est indispensable quand il y a des données très bruitées, quand il y a des données manquantes. Et maintenant, quand on a des données vraiment très bruitées avec beaucoup de données manquantes, eh bien là, on n'a pas beaucoup d'informations et donc on va finir par imputer par des choses qui sont proches de la moyenne. Si on n'a pas d'informations, on impute par la moyenne. De plus, si on choisit mal le nombre de dimensions pour reconstituer les données, le nombre grand S, eh bien la régularisation va limiter un mauvais choix de S. Si on a pris grand S un peu trop grand, ce sera pas trop grave. Alors qu'avec l'ACP itérative, on va avoir un problème de surajustement. Et puis enfin, bien, il y a de bien meilleures performances que l'algorithme Nipals, qui est pourtant un algorithme qui est très utilisé et qui est vendu par de nombreux logiciels. Alors, dans l'ACP itérative régularisée, il y a une imputation qui est réalisée en cours d'algorithme, et cette imputation est de bonne qualité. Elle prend en compte les ressemblances entre les individus et les liaisons entre les variables. Donc elle apprend grâce aux ressemblances entre individus et grâce aux liaisons entre les variables. Et donc ce tableau imputé, eh bien, il peut être utilisé pour d'autres analyses statistiques. Donc, ce que je disais, l'imputation est de bonne qualité, elle est supérieure aux méthodes d'imputation comme le seuillage doux, qui est proposé par Asti Tibshirani. C'est à peu près de même qualité que les fois aléatoires, voire de meilleure qualité quand les liaisons sont quand on a des liaisons linéaires entre variables. Par contre, ça marche moins bien quand on a des liaisons fortement non linéaires. Alors, comment choisir maintenant le nombre de dimensions? Eh bien, une idée, c'est de se dire, on a à notre disposition un algorithme qui permet d'imputer les données. Eh bien, on va mettre une donnée manquante supplémentaire par rapport à notre jeu de données qui a des données manquantes. Donc, la case en rouge ici, c'est une donnée manquante que je rajoute. Et ce que je vais faire, c'est que je vais imputer par ACP itérative cette donnée manquante et toutes les autres données manquantes. Mais cette donnée manquante, je vais la regarder et je vais voir l'écart par rapport à la valeur observée. Et je vais imputer avec une dimension, je vais imputer avec 2 dimensions, 3, 4, 5, etc. Et je vais voir quel est le nombre de dimensions qui minimise l'écart entre les observations et la prévision. Alors évidemment, je vais le faire pour toutes les données observées du tableau, en les prenant une par une. Alors évidemment, c'est très long,
Et finalement, bien comme en régression, on peut réécrire l'erreur de prédiction. Donc, ce que je note y chapeau i moins i. Donc ça veut dire que je prédis la donnée i en construisant un modèle sans la donnée i. Bien, je peux l'écrire grâce à l'ajustement y chapeau i. Donc en fait, je vais avoir à estimer une seule fois tous les y chapeaux, et à partir de cette matrice grand P, je vais pouvoir déterminer l'erreur de prédiction. Donc à partir de l'erreur d'ajustement, je peux écrire l'erreur de prédiction. Je peux déterminer l'erreur de prédiction. Et bien en ACP, c'est la même chose. On peut écrire x chapeau à partir d'une matrice P et de notre matrice X. Et donc on va pouvoir écrire l'erreur de prédiction à partir de l'erreur d'ajustement. Alors on ne peut pas écrire une égalité ici, c'est juste une approximation qui va nous permettre de construire un critère qui approche le critère de validation croisée pour sélectionner le nombre de dimensions grand S. Et donc on a un critère de validation croisée généralisée qui dépend de l'erreur d'ajustement, donc c'est le numérateur ici, et divisé par bien une approximation de la trace de la matrice de projection P. Il y a un package R qui permet de mettre en œuvre cette méthode d'ACP itérative régularisée. Donc dans ce package, c'est le package MISMDA. On va faire appel au package. Donc ici, il y a un jeu de données orange qui est dans le package. Et donc on peut estimer dans un premier temps le nombre de composantes nécessaires pour reconstituer les données. Donc ça nous permet de déterminer grand S. Et ensuite, on va imputer le tableau de données, donc compléter le tableau, puis réaliser l'ACP. Donc on a d'abord l'étape de complétion, on complète le tableau de données, puis là-dessus, bien, je peux faire une ACP. Alors on va pouvoir étendre cet algorithme au cas des données qualitatives, donc la gestion des données manquantes en ACM. Donc l'ACM, c'est une analyse exploratoire d'un tableau où les variables sont qualitatives, donc typiquement dans l'analyse de questionnaire. Eh bien, l'ACM peut être vue comme une ACP d'une matrice particulière, d'une matrice X. Alors dans l'ACM, on commence par construire un tableau disjonctif. Chaque variable du tableau X correspond à une modalité des variables du jeu de données initial. Et c'est l'ACP de cette matrice indicatrice avec des poids spécifiques, où on utilise les marges de cette matrice. Et donc ça permet de donner la citation de Benzekri qui est que faire une analyse factorielle en bonne mathématique, c'est simplement faire une recherche des vecteurs propres. Mais par contre, la science et tout l'art de l'analyse factorielle, c'est de trouver la bonne matrice à diagonaliser. Voilà, donc on va avoir un algorithme d'ACM itérative régularisé très proche de l'algorithme d'ACP itérative régularisé, où on a une étape d'initialisation. Donc on impute la matrice d'indicatrice en prenant la moyenne de la colonne, c'est-à-dire la proportion finalement, proportion d'individus qui ont pris cette modalité. Et puis on va itérer les étapes d'estimation, donc en faisant l'ACM du tableau complété, d'imputation des données manquantes par les données reconstituées, donc en utilisant les axes et composantes de l'ACM, et puis une fois qu'on a imputé les données, de mettre à jour les marges et itérer, donc refaire l'ACM du tableau complété, avoir F et U, imputer les données, etc. Et alors, à partir du tableau de données initial, on a un tableau disjonctif complété, et ici, donc pour chaque variable, on a autant de colonnes qu'il y a de modalités. Pour l'individu 2, par exemple, dans la première variable, il y avait une donnée manquante. Donc cette première variable a 3 modalités, et on a des nombres réels ici, sur le tableau disjonctif. Et ces nombres somment à 1 et peuvent être vus comme des degrés d'appartenance. Donc si j'avais à imputer le tableau par une modalité, eh bien j'imputerais par la modalité C, qui est la modalité la plus probable ici. Et donc à partir de ce tableau disjonctif complet, eh bien on peut faire une ACM. Donc dans MISMDA, eh bien ça va être un petit peu la même chose que pour l'ACP. On va estimer d'abord le nombre de composantes, imputer le tableau de données et donc obtenir un tableau disjonctif complété. Et ensuite, on va pouvoir réaliser une ACM. Alors pour l'ACM, ici, c'est un petit peu particulier, puisque vous voyez que je ne suis pas remonté complètement aux modalités. Je n'ai pas complété le tableau initial, mais je prends le tableau disjonctif complété. Et donc, j'utilise l'ACM de FactoMiner qui permet de faire ça. Donc,
de prendre les données observées et le tableau disjonctif complété quand on a des données manquantes. Alors un petit exemple sur un questionnaire où on avait 1232 répondants, il y avait 14 questions pour un total de 35 modalités. Donc il y avait 9% de données manquantes seulement, mais ça correspondait à 42% des répondants. Donc on n'avait pas envie d'enlever tous les répondants qui avaient des données manquantes. Et alors si je fais l'ACM classique, donc dans l'ACM classique, bien en fait on a une nouvelle modalité qui est créée pour chaque variable qui a une donnée manquante. Eh bien on voit que les résultats sont structurés uniquement par rapport aux données manquantes. Les individus qui ont des données manquantes sont les individus en bleu, et les modalités avec des NA sont toutes les modalités qui ressortent sur la première dimension et la deuxième dimension. Donc ça veut dire que ce sont les données manquantes qui structurent complètement mon graphe d'ACM. Donc c'est une information qui est intéressante, ça veut dire que les individus qui n'ont pas répondu à certaines questions n'ont pas répondu à d'autres questions. Ça permet de voir le dispositif de données manquantes, mais ça ne me permet pas de voir l'information qu'il y a dans les données observées. Et donc si je fais la CP itérative régularisée, eh bien là je vais pouvoir voir les liaisons qu'il y a entre les modalités des différentes variables qualitatives. Et puis on voit que les individus qui ont des données manquantes et les individus qui n'ont pas des données manquantes sont complètement mélangés. Ils ne structurent pas mes graphes. Alors pour l'analyse factorielle multiple, bien ça va être la même chose. L'AFM, si j'ai des données quantitatives, je les code comme pour l'ACP. Si j'ai des données qualitatives, comme pour l'ACM, donc avec un tableau disjonctif complété. Et puis je fais une ACP pondérée, en pondérant par groupe, et donc avec des données manquantes, bien je construis un algorithme du même style que celui de l'ACP, mais dans lequel, eh bien après chaque étape estimation imputation, je vais mettre à jour les marges, les moyennes et les écarts types des variables, mais également les valeurs propres de chaque groupe. Et donc dans mon imputation, eh bien je prends en compte les axes de l'AFM, et donc je prends en compte la structure en groupe de mes données. Alors si je prends un exemple sur les tumeurs du cerveau, donc j'avais des données de transcriptome et des données de génome. J'avais 43 individus qui ont des tumeurs du cerveau, il y a 4 types de tumeurs, et il y a 10 individus pour lesquels j'ai pas du tout les données de transcriptome, données d'expression. Donc j'ai un tableau de données dans lequel j'ai des données manquantes que pour un tableau. Donc je vais faire la FM en imputant le jeu de données, puis après en faisant la FM. Je vais avoir mes individus qui sont des points ici. Alors j'ai colorié les individus en fonction du type de tumeur qu'ils avaient. Donc on voit que les individus qui sont en vert sont des individus qui ont un type de tumeur, des glioblastomes, qui sont des types de tumeurs de grade élevé, alors que les autres sont des tumeurs de grade un peu moins élevé, un peu moins grave. Et puis on voit les gènes qui sont liés aux dimensions et donc qui permettent de séparer les individus et notamment les individus qui ont une tumeur de type glioblastome par rapport aux autres. Si je regarde les groupes de variables, bien je vois que les deux groupes de variables ont une coordonnée assez élevée sur la première dimension. Ça signifie que la séparation des glioblastomes avec les autres types de tumeurs, on la voit avec les données de transcriptome et les données de génome. Mais par contre, la deuxième dimension, elle est principalement liée aux données, ici CGH, et pas du tout aux données d'expression. Alors ça, je peux le revoir aussi avec les points partiels. Donc, je ne vais pas décrire le graphe des individus avec les points partiels, mais je vais prendre le graphe avec les modalités et les points partiels. Bien, on voit que les points partiels correspondant aux données d'expression, les points en vert, ont une coordonnée très faible sur l'axe 2. Et ils ne séparent pas du tout les modalités O, OA et A par rapport à l'axe 2. Tandis que pour les points partiels en rouge, il y a une forte séparation. Les points OA et A en rouge ont une coordonnée élevée sur la deuxième dimension, et par contre O a une coordonnée faible sur la deuxième dimension. Donc les données de CGH par rapport aux données d'expression permettent de différencier les types de tumeurs O. Alors par contre, par rapport à la première dimension, bien les coordonnées de chaque type de tumeur est à peu près le même pour les données d'expression et les données de CGH. Alors en conclusion, on a vu comment mettre en œuvre des analyses factorielles sur des tableaux simples pour la CP et la CM. Alors
On a l'équivalent aussi pour des tableaux de données mixtes avec l'AFDM. On a vu aussi pour les tableaux multiples avec l'analyse factorielle multiple. Alors ces méthodes-là sont intéressantes comme pré-traitement avant une classification, notamment si on a des données manquantes sur le tableau de données. Donc, avant de faire une classification d'individus, bien assez souvent on va mettre en œuvre une méthode d'analyse factorielle parce que on va conserver uniquement les premières dimensions de l'analyse factorielle. Et ainsi, ça permet d'éliminer les dernières dimensions étant les dimensions pour lesquelles on considère qu'on a du bruit, et donc qui sont pas intéressantes pour la classification. Et donc là, bien, on a à la fois la gestion des données manquantes et le fait qu'on conserve les données en ayant éliminé un peu de bruit. Donc il y a un package R qui est le package MIS-MDA qui est complémentaire du package Factominer. Et donc ces méthodes d'ACP, d'ACM, d'AFM itérative permettent d'imputer des données quantitatives, qualitatives ou mixtes. Alors ces imputations sont de bonne qualité parce qu'elles sont basées sur la reconstitution de l'ACP. On utilise les axes et composantes de l'ACP. Et donc ça prend en compte les liaisons entre les variables quantitatives, les variables qualitatives, et les imputations qui sont obtenues sont une bonne alternative aux méthodes d'imputation telles que les forêts aléatoires par exemple. Donc les simulations qu'on a pu faire pour l'instant montrent des résultats meilleurs quand on avait des liaisons linéaires fortes, et ça donne de très bons résultats aussi pour l'imputation des variables qualitatives, et notamment quand il y a des modalités rares. Alors en perspective, bien l'ACP itérative telle qu'on l'a faite, on a une estimation ponctuelle des axes et des composantes. Donc si je considère mon tableau de données ici, et que les cases en noir sont les données manquantes, je fais mon ACP itérative régularisée, eh bien je vais imputer mon jeu de données et je vais avoir des axes et composantes. Mais maintenant, si j'ai vraiment beaucoup de données manquantes, je vais avoir une imputation et je vais avoir des axes et composantes. Mais quelle confiance est-ce que je peux accorder à ces représentations? J'aimerais là avoir une notion de variance autour des points, parce que sinon je ne sais pas si je peux avoir confiance dans l'imputation que j'ai faite. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'une valeur unique, quand j'impute, ne peut pas refléter la variabilité autour de la prédiction. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des méthodes d'imputation multiples, où on va générer plusieurs tableaux de données complétés. Donc là, je montre que on peut générer plein de tableaux de données complétées. Alors je ne dis pas ici comment générer ces tableaux, mais on peut le faire. Générer plein de tableaux et donc réaliser ensuite l'analyse sur chacun des tableaux et puis sur chacun des tableaux et ensuite visualiser l'incertitude. Et donc ça sera intéressant dans notre cas pour visualiser l'incertitude liée aux données manquantes. Donc on voit ici par exemple, bien si on a des ellipses de confiance autour des points qui sont très grandes parce qu'on a des données peu structurées, parce qu'on a beaucoup de données manquantes, puis on va se dire que c'est peut-être pas nécessaire d'interpréter trop les résultats de l'ACP parce qu'on n'est vraiment pas sûr de nos résultats. Et au contraire, si on a des ellipses de confiance qui sont petites, eh bien on peut interpréter sans trop de problème nos résultats d'ACP. Aussi bien au niveau du graphe des individus que du graphe des variables. Alors, juste pour terminer, il y a des vidéos que j'ai réalisées sur YouTube, donc j'ai mis en ligne sur une chaîne YouTube, donc vous pouvez cliquer sur le lien. Donc il y a une playlist qui regroupe des vidéos en français sur Factominer, sur la gestion des données manquantes, sur la mise en œuvre aussi logicielle, et puis il y a quelques vidéos aussi en anglais, une dizaine de vidéos en anglais. Voilà. Je vous remercie de votre attention.